municipal ouvert. Procéder à l'appel. Donc Yves Revel, présent. Monsieur Thierry Doléan. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Le Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Neublet. Présent. Alors, Madame Céline Morin, pouvoir à Monsieur Philippe Le Coustour. En réalité, comme on a en même temps des conseils d'école en cours, elle est au conseil d'administration du collège en visioconférence en bas. Donc dès qu'elle présentera sa délibération, elle montera. Et pour l'instant, c'est Monsieur Philippe Le Coustour qui a son pouvoir. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Présent. Monsieur Marcel Belleuil, pouvoir à Annick Pandolfi. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Présent. Madame Véronique Lemoine. Présent. Monsieur Philippe Miraud, pouvoir à Monsieur Serge Loisel, qui a un peu de retard. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël-Paul Maillard, pouvoir à Monsieur Félicien Margaritas. C'est bon. Madame Martine Joly, pouvoir à Patricia Charton. Monsieur Serge Chélerin, pouvoir à Madame Sophie Mérès. Monsieur Philippe Guillonneau. Présent. Monsieur Xavier Lefebvre. Présent. Madame Mireille Mathieu. Oui. Présent. Madame Jessica Kellier, pouvoir à Monsieur le maire, Yves Revel. Monsieur Vincent Couric. Présent. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Veillet. Présente. Monsieur Stéphane Tronche, pouvoir à Madame Sylvie Veillet. Monsieur Nelson Dos Santos. Présent. Donc Serge Loisel qui est arrivé tout à l'heure. Il Il est là, il est arrivé. Ah, d'accord. Ok, je l'ai pas vu. Monsieur Philippe Gascoin. Présent. Présent. Parfait. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margaritas. Concernant le PV de la séance du 29 septembre 2020, avez-vous des remarques à faire? Aucune remarque? Donc, le PV est approuvé, celle de la séance du 29 septembre 2020. Merci. Donc nous passons à l'ordre du jour. Alors, adoption du règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026. Conformément à l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le CGCT, le conseil municipal des communes de 3500 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Cet acte vise à établir les règles de fonctionnement de l'Assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues au CGCT. Le règlement intérieur peut être conçu librement par le conseil municipal dès lors qu'il n'est pas en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires. Doivent figurer dans le règlement intérieur les dispositions relatives aux conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, article L2312-1 du CGCT, aux modalités de consultation par les conseillers municipaux des contrats de service public, des projets de contrat ou de marché public, c'est l'article L2121-12 du CGCT, aux règles relatives aux questions orales des conseillers posées en séance du conseil municipal, article L2121-19 du CGCT. Le règlement intérieur est soumis au contrôle de la légalité. Il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter le règlement intérieur proposé en annexe. Je pense que vous l'avez tous lu avec attention. Avez-vous des questions à poser? Oui. Vous m'entendez ou j'ai besoin de mettre le micro? Il faut le mettre. Monsieur le maire, à chaque fois, nous avons effectivement reconnu votre travail et constaté que dès qu'il s'agit de l'intérêt des Bénois, on est tout à fait solidaire. J'ai plusieurs questions concernant ce règlement. Est-ce que ça a fait l'objet d'un groupe de travail? Oui, il y a eu un groupe de travail interne, enfin plusieurs groupes. D'accord. Moi, il y a des points sur lesquels je suis très sceptique. Vos questions orales
à l'article 5, je suis bien d'accord qu'il est beaucoup plus pratique d'avoir des questions en amont du conseil. Oui. Maintenant, les questions orales, oui, et vous dites que souvent la réponse pourra être apportée par écrit. Mhm. J'en suis parfaitement consciente qu'il y ait des réponses qui peuvent tarder et qui peuvent faire l'objet de multiples contrôles. Par contre, lorsqu'on pose une question, c'est pas très très clair au niveau de cet article-là. Et quid lorsque la réponse est par écrit, comment le public, qui normalement doit faire partie aussi du conseil municipal, peut entendre la réponse? Parce que souvent, lorsqu'on a des questions, elles sont issues de la population et des Bénois. Donc, on pose une question. Si la réponse est faite par écrite, il n'y a qu'une personne qui pourra être intéressée, alors que ça peut intéresser plusieurs personnes. Donc là, déjà, je trouve que ce paragraphe, il n'est pas fait en toute transparence pour les réponses et la qualité de nos questions. Autre point aussi, il y a un autre point concernant la diffusion des PV et des comptes rendus. Les comptes rendus sont affichés et mis sur le site de la ville. Vous n'avez rien mis pour les PV et j'ai constaté que pour le dernier conseil municipal, il y avait juste le compte rendu simplifié et pas le PV. Tout à fait. Personnellement, je trouve que c'est très important que les gens puissent avoir accès, soit en affichage, soit sur le site au PV, parce que c'est là où on a effectivement les débats, les délibérations, et savoir comment ça s'est passé. Alors, oui, on a longuement débattu là-dessus. En fait, le problème, c'est que quand on met un compte-rendu exhaustif, et je pense que pour ceux qui participaient aux séances du conseil de la mandature précédente, c'était des dizaines et des dizaines de pages, si vous voulez, qui résumaient normalement toute la situation et qui avaient un coût. Parce qu'en fait, tout ça, c'est tout retranscrit, c'était fait par une société extérieure, et ça nous coûtait quelques milliers d'euros. Donc on a pensé que c'était quand même pas normal de dépenser 10 000 euros ou 15 000 euros, si vous voulez, simplement pour afficher tous les débats et toutes les questions et toutes les réponses. Après, effectivement, des questions, on pourra toujours les afficher dans le PV, si vous voulez. Mais tout le débat, il y a des fois, je ne sais pas si vous avez assisté, et je pense que vous avez Non, mais nous assisté, sommes bien d'accord. des débats qui durent jusqu'à 2 h du matin, où à la fin, on ne sait même plus qui Oui, nous parlait. sommes bien d'accord. Voilà. Et jusqu'à Donc, présent, vous avez respecté un nombre et un temps tout à fait remarquable. Par contre, je trouve que c'est un peu dommage. La transparence, là, moi, j'ai pas l'impression. Donc, pour cette raison, on votera contre. D'accord, pas de problème. Alors, oui, je précise quand même que c'est filmé et que tous les débats qui seront là sont accessibles à tout le monde. D'accord? Et à vous aussi. Et reste sur le site. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on dit ici en ce moment est filmé, si vous voulez, en direct, et en plus, c'est conservé et ça peut être vu sur le site. Donc la population peut accéder à toutes les informations. Bien plus important, puisqu'on peut y aller de chez soi et pas à se déplacer, lire des documents. Vous savez, quand il y a 25 pages ou 30 pages ou 40 pages qui sont affichées, là, vous pouvez les lire directement, vous pouvez les entendre, les lire et voir en même temps les appréciations des personnes. C'est un autre avantage. En ce moment, je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais la dernière fois, il y avait quelques centaines de personnes qui assistaient au conseil, contrairement au précédent. Donc pardon, excusez-moi. Oui. Cette organisation sera pérenne, c'est-à-dire que dorénavant, tous les conseils seront retransmis sur Facebook Live. Alors jusqu'à présent, elle faisait un essai pour voir ce que ça donnait, évidemment, mais ça sera pérenne, effectivement. Voilà. Donc tous les débats, toutes vos questions, toutes les réponses, tout le monde pourra les avoir à un moment donné. Ça évite d'avoir des PV, si vous voulez, qui soient en rallonge. Voilà. Oui, je voudrais juste rajouter, c'est que si vous voulez que vos propos soient entendus par les auditeurs, il faut utiliser les micros. Ouais. Je vais revenir sur la première question qui vous a été posée. C'est concernant la méthode pour participer donc à l'élaboration. Est-ce que j'ai bien compris que chacun des 4 groupes au conseil municipal a été associé à ce travail de rédaction? Non. On a travaillé à l'interne sur l'équipe, oui. Effectivement. Parce que sous l'ère de M. Bricot, était arrivée donc la
coécriture du document. Et voilà, donc je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci, alors que vous êtes normalement très ouvert, pourquoi est-ce que cette relecture de ce document n'est pas passée entre les mains de chacun des groupes? Ouais, alors, en fait, c'est pas une volonté de notre part, c'est simplement qu'on a travaillé en urgence. Tout à fait. Et donc, effectivement, quand on a commencé, on s'est dit, enfin, vous vous souvenez de la situation, si vous voulez, on était parti le 26 mai, on avait 6 mois pour le voter, et puis au dernier moment, on s'est dit, on faut absolument le faire. Souvenez-vous, il y a toutes les vacances et tout ça, il faut voir le contexte. Et donc, on s'est réunis très rapidement pour l'établir. Donc, on a fait un minimum, si vous voulez, de choses sur ce règlement intérieur. Ça n'excuse pas tout, je suis d'accord avec vous. Bon, surtout qu'en plus, c'était une demande qu'avait formulée Thierry Doléan à l'époque, et donc qui avait été acceptée par Alain Bricot. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étonne du changement. Alors je veux bien entendre que ça soit la rapidité, maintenant, voilà. Ok, merci. Oui, oui, pas de souci. D'autres questions? Oui, monsieur. N'oubliez pas les micros, surtout. Oui, moi j'avais relevé à la page 6, et je trouvais, bon, comme le disait Sylvie tout à l'heure, je pense qu'on travaille en bonne intelligence. Je trouvais que le paragraphe, les questions orales diverses traitées à la fin de chaque séance, la durée consacrée à cette partie sera limitée à 30 minutes au total. Moi, personnellement, dans toutes les instances auxquelles j'ai pu assister, que ce soit ici, à l'intercommunalité ou ailleurs, le temps n'est jamais indiqué parce que, quelque part, il donne l'impression qu'on veut réduire la parole des gens. Et je ne suis pas sûr qu'en supprimant cette précision, ça vienne allonger les séances, puisque c'est vous qui êtes responsable de la durée de la séance, finalement. Oui, c'est oui, le maire qui prend l'initiative à un moment donné de dire bon, on a fait le tour, il n'y a plus de questions, on arrête. Et je pense que ce temps-là qui est mathématiquement indiqué, bon, je pense qu'il est un peu superflu. On peut le voir comme ça aussi. Dans la mesure où on sait très bien, on a tous vécu les soirées qui n'en finissaient pas, on est complètement d'accord sur le principe qu'il faut être beaucoup plus raisonnable. D'autant plus que ça se fait plutôt en semaine. Alors c'était la question accessoire que je voulais poser, c'était est-ce que le mardi est un jour particulier cette fois-ci ou est-ce qu'il sera le jour de réunion? Est-ce que l'horaire d'aujourd'hui sera maintenu ou est-ce qu'on reviendra à 20h? Alors ceci, pourquoi? Parce qu'à 19h, il y a peut-être aussi, surtout en Ile-de-France, nos collègues, tous les collègues qui travaillent, y compris éventuellement à Paris ou dans des endroits un peu inaccessibles. Est-ce que c'est pas un petit peu court pour que les gens soient rentrés à même? Alors, là, c'était assez exceptionnel, parce que quand on a envoyé le document, on était confiné, on était en couvre-feu à partir de... D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'avait avancé. Mais non, ça reviendra évidemment à 20h. Ça reviendra plutôt à 20h. Évidemment à 20h. D'accord. Hein? Et le mardi, par contre, subsistera? Alors oui, il va subsister. En principe, il pourrait y avoir exceptionnellement un moment où... Alors pourquoi le mardi? Vous avez déjà, au niveau de la mairie, on va dire une soirée allongée, une journée allongée. Ça permet au personnel qui est là de ne pas faire 2 soirées dans la même semaine. Oui. Donc si on se tient à des questions et des réponses, disons, relativement courtes, si on peut dire, on peut tenir un conseil qui ne dure pas comme précédemment des heures et des heures. Sachant qu'on a des commissions avant, qu'il y a aussi pas mal des groupes de travail, vous participez à des groupes de travail avec nous, donc normalement un certain nombre d'infos. Voilà. En plus, vous pouvez aussi poser des questions, bien sûr, entre-temps. Donc on peut délibérer sur des choses politiques ici, mais pas sur les 3 clous ou le trou à boucher. Quoi. Ça n'a pas de sens. C'est ça que je veux dire. Donc effectivement, ça reviendra à 20h. Bon,
Voilà, moi, la question que j'avais à poser par rapport à mes deux autres collègues, c'était cette histoire de temps. Là, on a l'impression vraiment que on est pressé de partir presque. Donc, c'est pas l'impression qu'on veut donner, évidemment. Donc, si ça pouvait disparaître de ce règlement, je crois que ce serait pas malvenu. Alors, si vous voulez qu'on supprime ce paragraphe, on va le soumettre au vote. D'accord? C'est vous qui décidez. Hein? Je parle des 30 minutes, là, je parle pas de... Je parle des 30 minutes, oui. Ok. Oui, on va supprimer. Mais il faut le voter. On est d'accord? Vas-y. Oui, je voudrais dire un mot par rapport à ce qui a été dit et à destination aussi des gens qui nous écoutent. Le règlement intérieur qui est proposé ici reprend l'intégralité de ce qui est prévu dans le Code des collectivités territoriales. Donc il est tout à fait classique, si ce n'est que nous l'avons élargi pour donner plus de latitude à tous les conseillers municipaux à participer aux travaux. À savoir que la composition des commissions, nous les avons sciemment élargies à tous les groupes représentés. Nous n'étions pas obligés de le faire puisque le CGCT prévoit la représentation au prorata, enfin à la proportionnelle en fait des voix obtenues. Donc on a souhaité élargir pour que tout le monde puisse participer aux travaux de la commune. Et par ailleurs, on a aussi souhaité préciser, parce que ce n'était pas forcément connu de tous, que tous les conseillers municipaux peuvent assister à toutes les commissions s'ils le souhaitent, même s'ils ne sont pas désignés dedans. Alors évidemment pour y participer et écouter les débats. Mais voilà, il ne s'agit pas effectivement là sur les 30 minutes, etc. Peut-être que c'est un peu restrictif, mais je ne voudrais pas qu'on laisse croire qu'on a restreint en fait le code général des collectivités territoriales par rapport à ce règlement intérieur, parce qu'au contraire on l'a élargi pour que tout le monde puisse participer aux travaux de la commune. Félicien, tu veux dire quelque chose? Oui, je juste rajoute quelque chose par rapport aux 30 minutes, mais Thierry a déjà dit quelque chose. Juste, vous avez l'air de dire que les 30 minutes, ça peut réduire votre parole, et c'est peut-être un but pour nous que de réduire la parole de l'opposition. Pas du tout. Non, juste terminer. En fait, si on a un devoir de démocratie, de laisser parler tout le monde, on a aussi un devoir de lisibilité pour ceux qui nous écoutent, et c'est vrai qu'on est tous tombés d'accord pour dire que les conseils qui terminaient très tard étaient pas forcément une bonne chose de ce point de vue. Après, voilà, je ne suis pas opposé à changer ça, mais bien sûr, c'était pas du tout pour réduire la parole de l'opposition. Au contraire, vous avez pu le voir dans les précédents conseils. Voilà. Mais mon intervention concernait également le public, si vous voulez. Alors, on s'est souvent plaint qu'il n'y a jamais personne au conseil municipal, le public ne vient pas. Alors maintenant il est transmis, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et c'est nouveau par rapport à d'autres mandats antérieurs. Mais c'est vrai que le public qui vient, il aime aussi entendre des réponses dans un certain nombre de domaines. Et si on ne veut pas le décourager de venir, parce que on sait très bien que tous, et vous venez de le dire à l'instant, et je vous en remercie d'ailleurs, hein, on a apprécié ce que vous avez mis en place à ce niveau-là. Les uns les autres, nous sommes mieux renseignés que le public par définition, et par les initiatives, entre autres, qui ont été prises. Le problème, c'est qu'après, s'il n'y a plus du tout de questions qui sont posées, à un moment donné, le public se demande pourquoi il est là, quoi. Vous voyez, c'est plus ça, parce que nous, on est forcément privilégiés par tout ce qui se dit dans les commissions, etc. On est bien d'accord. C'était pas autre chose que évidemment, ça. Pas question de restreindre les questions. Pas question de vous soupçonner de nous supprimer. Ok. Bon, si vous en êtes d'accord, on va supprimer ce paragraphe. D'accord? 30 minutes, ce paragraphe de 30 minutes, hein, évidemment. Oui, mais je sais que c'est symbolique, mais, je pense que pour le public, ça... Moi, j'ai entendu de très nombreuses fois les gens partir dire du gouvernement... Ok, d'accord. Bon, si tout le monde en est d'accord, il y a quelqu'un qui est opposé à ce qu'on retire ce paragraphe? Bon, très bien, on va pouvoir passer au vote avec la modification, bien sûr, qui sera apportée sur le prochain document. On passe au vote? Ah, pardon. Merci. Alors, moi je voudrais juste vous dire que
vous avez apporté un peu de modernité, c'est sûr, avec le Facebook Live, et c'est tant mieux. Simplement, certaines personnes n'ont pas Facebook, donc je pense qu'il faut aussi ne pas les oublier. Et la qualité du direct de Facebook Live peut aussi être un frein pour les Bénois à suivre le direct. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le compte-rendu par écrit peut être aussi une solution ou une plus-value. L'actualité, je pense que, pour rebondir sur le sujet des 30 minutes, c'est vrai que des fois l'actualité peut être assez dense, et je pense que réduire à 30 minutes, ça peut être un petit peu court. Et on venait de dire qu'on allait supprimer. D'accord. Lucien, je crois que tu veux dire quelque chose. Concernant la vidéo, du coup, on a été, c'était une volonté de notre part de filmer le conseil, de le mettre du coup en ligne. C'est vrai qu'avec les événements dus au Covid, on a été forcé d'accélérer, on va dire, le cours des choses, et on n'a pas pu mettre en place tout de suite des dispositifs qu'on puisse mettre sur le site. Pour l'instant, c'est en Facebook Live, donc c'est filmé sur Facebook, et à terme, ce sera mis disponible sur le site de la ville. Donc, dans ce cas-là, les personnes qui veulent regarder ne seront pas obligées d'avoir un compte Facebook, et c'est pas du tout notre politique. Mais Monsieur Margaretaz, jusqu'à présent, les conseils municipaux, vous avez édité effectivement les comptes rendus et les PV. Sur le dernier du 29, il n'y a que le compte rendu. Oui, parce que en fait, je comprends ce que vous voulez dire, on essaie de changer des choses, mais il ne faut pas croire que dès qu'on arrive, on est omniscient et on sait par exemple combien coûtent les PV, etc. Petit à petit, on met les choses en place. On n'avait pas vu plutôt que ça coûtait cette somme. Et puis voilà, c'est aussi une capacité pour nous de s'adapter et puis de savoir qu'on ne sait pas tout dès qu'on est là. Puis petit à petit, on découvre et on s'adapte. Voilà. Votre micro, monsieur Copin, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, juste pour être clair, un compte-rendu exhaustif comme c'était fait avant, tout compris, c'est entre 1500 et 2000 euros. Dans la période actuelle, en fait, on a fait le choix de faire cette économie et de remplacer en fait ce compte-rendu écrit par la vidéo, effectivement sur Facebook. On verra à l'avenir si on peut le laisser sur le site de la municipalité à destination de tous les gens qui n'ont pas Facebook. Mais en attendant, on a fait ce choix aussi d'économie. Pas d'autres questions? Oui. Monsieur Gascoigne. Concernant les différentes commissions, donc toutes les commissions sont pourvues de 9 membres, sauf la commission marché public à 5 membres. Est-ce que l'on doit comprendre que 5 membres répondent à une certaine discrétion des informations qui sont divulguées, ou est-ce une autre raison? En fait, cette commission de marché public est exactement le même nombre de participants que la CAO, qui ne comporte que 5 membres. Ça, c'est la règle. Attention, votre micro n'était pas allumé, monsieur. Oui, il l'était tout à l'heure. Oui, donc il y a la commission du marché public, c'est une chose, et la commission d'appel d'offres, il n'y a pas forcément les mêmes informations. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est la même composition en tant que membre. Bon. Et ça veut dire aussi qu'il y a pluralité dans les groupes. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça avait été voté en conseil, mais avant votre venue au conseil. Ah. Voilà, aussi. Le regard est plus tôt. Merci. Je vous en prie. Bien. On passe au vote? Oui. Alors, concernant le règlement intérieur, avec la modification, qui s'oppose? 2. Qui s'abstient?
2. Et qui est pour? Attention, on a des pouvoirs. N'oubliez pas vos pouvoirs. Bon. « 25, c'est bon. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Céline Morin. Alors, bonsoir, excusez-moi, j'avais un comité d'administration du collège en même temps, donc du coup je fais les deux. Alors, c'est pour une intention de candidater au réseau Ville Amie des enfants. Donc, la ville de Benne souhaite devenir partenaire UNICEF France et obtenir le titre Ville Amie des enfants pour le présent mandat électoral, donc 2020-2026. Pour cela, elle souhaite tout d'abord confirmer son intention de candidater pour devenir partenaire d'UNICEF France. Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à UNICEF France un plan d'action municipal pour l'enfance et la jeunesse. Donc, le plan d'action municipal, il repose sur des engagements communs à toutes les villes du réseau. Il y a le bien-être de chaque enfant et chaque jeune, la lutte contre l'exclusion, la discrimination et pour l'équité, un parcours éducatif de qualité, participation et engagement de chaque enfant et chaque jeune, et donc être en partenariat avec l'UNICEF. Au-delà des actions sur lesquelles la ville souhaitera spécifiquement s'engager, il est précisé que pour l'appartenance au réseau Ville Amie des enfants, UNICEF France demande à toutes les collectivités d'affirmer leur engagement, à savoir élaborer une vision commune et partager la place de l'enfant dans la ville en collaboration avec l'ensemble des élus, des agents de la collectivité et des habitants du territoire. Permettre la formation des élus et agents de la collectivité aux droits de l'enfant et à leur application sur le territoire. Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d'action pour être Ville Amie des enfants pendant la durée du mandat électoral et ce en étroite collaboration avec l'UNICEF France et ses partenaires. La participation active au groupe de travail et de réflexion thématique ou généraliste liés aux engagements et recommandations est fortement recommandée. Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d'action et assurer la collecte des données pertinentes dans le but d'identifier et de pallier aux obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d'action. Communiquer sur l'appartenance de la ville réseau à Ville Amie des enfants pour en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès accomplis au regard des objectifs du plan d'action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de l'ensemble de la population du territoire. Mettre en œuvre la consultation nationale des 6-18 ans UNICEF France au moins une fois sur le mandat, donc pas cette année mais sans doute l'année prochaine, et tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats. Promouvoir les droits de l'enfant en célébrant chaque année la Journée mondiale des droits de l'enfant le 20 novembre. Donc c'est ce qui se fait déjà en place depuis 2 ans au niveau du centre de loisirs. Donc participer chaque année à la sensibilisation et l'engagement de l'UNICEF France destiné à accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et à travers le monde. Il peut notamment s'agir du prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l'eau, d'Uniday et de tout autre projet non existant à ce jour. Accompagner et encourager l'implication des comités et délégations bénévoles locales d'UNICEF France à mener ensemble de leur action de sensibilisation, d'engagement et de solidarité sur le territoire. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Donc en sachant que c'est vraiment un titre qui permet de montrer à tout le monde l'engagement au niveau de la jeunesse sur la commune de Benne. Des questions? Madame Sylvie Béguier. Madame Morin, en ce qui concerne cette initiative qui est remarquable, qui va la faire vivre au niveau de Benne? Est-ce que les écoles vont être impliquées? Alors, les associations? Oui, en fait, à la base, ça se fait au niveau du centre de loisirs, donc c'est tout le service jeunesse, le service enfance qui prend en charge et après qui va aller dans les différents services, donc par exemple ça va être l'environnement et qui va travailler sur plein de projets différents. Mais à la base, oui, c'est le service enfance et jeunesse qui prend en charge ce dossier. D'accord, merci. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci.
Madame Céline Laurin retourne à son conseil d'administration. Alors, je passe la parole maintenant à M. Thierry Doléan sur le service des affaires scolaires. Merci Monsieur le maire. Donc la délibération qui vous est proposée, c'est une modification du règlement intérieur pour les activités périscolaires et extrascolaires. Donc pour rappel, les activités périscolaires, c'est l'accueil du matin, la restauration scolaire le midi, l'accueil le soir. Et les activités extrascolaires, c'est les vacances, etc. Jusqu'à présent, le règlement intérieur, qui était contractuel avec les parents, ne permettait pas aux parents de s'inscrire ou de désinscrire leurs enfants à ces activités périscolaires après 7 jours. C'est-à-dire qu'on pouvait changer, en fait, s'inscrire ou se désinscrire jusqu'à 7 jours avant la date. On a travaillé fortement avec les services pour voir si on pouvait descendre ce délai. Et en fait, aujourd'hui, on vous propose une première étape de descendre ce délai de 7 jours à 4 jours. Chose que l'on a mis en place en urgence pendant la période la première phase de déconfinement où les écoles ont réouvert, puisque en fait les familles n'étaient pas suffisamment informées à l'avance de si elles allaient travailler ou pas, qu'on a essayé d'assouplir au maximum le dispositif, qu'on a retravaillé cet été. Vous verrez, dans la délibération, initialement, il était prévu une mise en place au 4 janvier, et compte tenu des derniers événements et des nouvelles phases de confinement, on a revu cet après-midi avec les services la possibilité de le mettre en place, alors dès lundi. Donc a priori, donc, le lundi, je n'ai pas la date en tête, mais lundi 9 novembre, cette modification sera possible. Donc les familles pourront s'inscrire ou désinscrire leurs enfants aux activités scolaires 4 jours ou 7 jours à l'avance. Et 4 jours au lieu de 7 jours, pardon, à l'avance. Sachant qu'on continue à travailler sur ce sujet et notre objectif, c'est pour la rentrée 2021, alors on n'a pas encore complètement dessiné le contour de la faisabilité technique parce qu'il y a des enjeux techniques derrière, c'est de descendre ce délai à 2 jours. C'est l'objectif. Le deuxième point dans la modification du règlement intérieur, c'est pour les inscriptions extra-scolaires, donc les vacances. On a des impératifs de taux d'encadrement des enfants par adulte, et donc il faut qu'on puisse mobiliser et réserver nos animateurs en fait en fonction. Et on a, plutôt que de donner des délais qui vont bouger, en début de chaque année scolaire, le service enfance mettra à disposition des familles un planning qui fixera les dates à partir desquelles il ne sera plus possible de s'inscrire ou de modifier ses inscriptions. Parce qu'il est très difficile pour la mairie de 3 jours avant s'apercevoir qu'il y a 3 enfants en plus qui sont inscrits, donc il faut mobiliser un animateur supplémentaire. Et à contrario, si on se désinscrit, on peut avoir trop d'animateurs et on voudrait en fait sanctuariser un peu les choses et fixer des délais raisonnables pour tout le monde, pour les familles et pour la municipalité. Voilà en substance ce que dit cette délibération. Vous pardonnerez aussi le peu de temps que nous avons eu, donc nous n'avons pas souhaité revoir l'intégralité du règlement intérieur. Donc nous n'y apportons que des modifications sur les délais. En revanche, les services concernés sont en train de retravailler à une révision de ce règlement intérieur, mais à aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire quand il pourra vous être présenté en commission et puis après en conseil municipal. Donc voilà sur ce que j'avais à dire sur cette délibération. Si vous avez des questions. Pas de questions? On passe au vote. Donc, y compris donc, avec la modification dans l'article 4, qui fixée entrera en vigueur à compter du 4 janvier, donc à partir du 9 novembre 2020. Oui, oui. D'accord. Bon, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à M. Michel Meublé concernant la maîtrise d'œuvre pour la réfection des toitures et des façades de la Barbacarine. Ah, c'est toi trop long, j'ai tourné trop vite la page.
Oui, oui, je sais. Excuse-moi, j'ai tourné la page. Oui, donc, excusez-moi, Philippe Lecoustour, direction des sports de la vie associative. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, et comme depuis de très nombreuses années, la mairie accompagne les associations par l'octroi notamment de subventions de fonctionnement. Et il a été décidé, et en relation avec la direction des services et de la vie associative, la direction des sports, pardon, de la vie associative, de faire évoluer les critères d'attribution de ces subventions pour essayer de les rendre plus pertinents et plus proches des besoins réels des associations. Par ailleurs, l'un de nos objectifs était de faciliter le plus possible la vie des associations et notamment de faciliter les démarches des associations dans le cadre de la demande de subvention. C'est pourquoi le dossier de subvention a été largement modifié et allégé pour qu'on garde simplement la substantifique moelle, je dirais, permettant effectivement d'évaluer le besoin de l'association en matière financière. Sur ce point-là, vous avez tous reçu le dossier de subvention. Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on parle de facilitation et qu'il y a maintenant 2 dossiers, mais ça s'explique par le fait, d'une part, qu'il y aura une demande d'un dossier de renseignement dès septembre, pour 2 raisons. La première, c'est que en fait, le dossier de subvention qui était rempli en janvier comprenait l'attestation d'assurance des associations et qu'il était quand même dommage que pendant 6 mois, les associations aient pu fonctionner sans assurance, puisque dès septembre, fonctionnaient. Donc, l'idée, c'était effectivement d'avoir ce document dès septembre. La deuxième raison, c'est que quand on demande les effectifs à une association, le moment où l'association connaît le mieux les effectifs, c'est quand elle fait les inscriptions, puisqu'elle est dans le vif du sujet, et que quand on leur demande ça en novembre ou en décembre, il faut ressortir les papiers. Donc là, l'idée, c'était de faciliter un peu cette tâche. Autre changement sur le dossier de subvention, pour les personnes qui l'ont déjà rempli, vous vous rappelez qu'on demandait l'origine de tous les adhérents des associations, donc la commune d'où ils venaient. Là, on a réduit considérablement le nombre de communes en se bornant à demander l'adresse, les communes des adhérents qui viennent de Cœur d'Yvelines. La raison est simple, c'est que, comme vous le savez, entre 25 et 30% des membres des associations bénoises sont composés des communes limitrophes de Cœur d'Yvelines, que ce soit Villiers-Saint-Frédéric, Neaufle-le-Château et j'en passe. Et l'idée, bien sûr, étant de pouvoir travailler avec ces communes en leur disant qu'il serait bien qu'ils puissent participer au développement de la vie associative, puisque les habitants de leur commune viennent et dans nos gymnases, et dans nos salles de sport, et sur nos cours de tennis, et dans nos salles culturelles. Enfin, au niveau de la demande, enfin de l'aspect financier de la demande, vous constaterez qu'on a largement réduit aussi le papier, soyons clairs, puisqu'il y a maintenant 2 pages qui concernent la finance au lieu de 6. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des tas de renseignements qui étaient demandés qui n'apportaient pas de plus-value pour juger de la santé financière et des besoins financiers d'une association. Alors, globalement, effectivement, il y a maintenant 2 documents, simplement juste un chiffre, enfin 2 chiffres même. Le dossier de subvention précédent, c'était 21 pages. Les 2 dossiers maintenant de septembre et janvier, ça représente 9 pages. Je pense que les présidents et trésoriers d'associations vont apprécier cette modification. Alors, sur le protocole de transmission, de réception et de décision d'attribution des subventions, donc les dossiers seront envoyés aux associations aux alentours du mois de novembre. Le retour des dossiers devra se faire début janvier. Il pourra se faire soit par courriel, soit par voie postale. Les dossiers seront traités et analysés par la DSVA, puis il y aura validation par les élus et proposition pour une attribution idéalement lors du vote du budget. Et effectivement, vous verrez sur la délibération, c'est marqué sauf cas particulier, parce que là en janvier, on ne sait pas quelle sera la situation sanitaire. Et il est très probable que les associations, notamment celles qui ont des salariés,
auront besoin peut-être d'un acompte sur la subvention, et ce qui fait que peut-être qu'on verra à voter la subvention plus tôt, enfin, pour qu'elle soit votée le plus tôt possible, tout du moins qu'il y ait une partie de la subvention qui puisse leur être versée assez rapidement, puisqu'il y a des associations qui risquent d'être en difficulté. Donc il vous est proposé d'émettre un avis sur les modalités d'organisation d'attribution de subventions. Des questions? Oui, qui n'ont rien à voir avec la délibération. Monsieur Le Coustour, est-ce que vous avez déjà, suite aux événements liés au Covid, des associations qui sont vraiment en difficulté financière à l'heure actuelle? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Sachant que dès le départ, nous avons dit, au vu des finances de la commune, qui ne sont pas non plus très florissantes, l'idée, c'est qu'effectivement, on peut prévoir des fonds pour une association qui serait, je dirais, au bord de la liquidation. Après, ce sera plus délicat. Sachant que nous sommes en train de faire le total des associations qui ont des salariés pour essayer de leur faciliter les démarches dans le cadre d'une demande d'activité partielle. D'accord, merci. D'autres questions? Non, il n'est pas lu. D'autres questions? Pardon. Non, merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bon, cette fois, M. Michel Leblay, excusez-moi, service des marchés publics. Donc, ce rapport de concertation concerne le choix de la maîtrise d'œuvre pour la réfection des toitures et des façades de la Barbacane. Bon, tout le monde a constaté l'état actuel de la Barbacane, l'état extérieur de la Barbacane, que ce soit les façades ou que ce soit les toitures. Nombreuses fuites qui apparaissent, les carreaux des façades qui se détachent, les enduits qui sont... Enfin, c'est un peu catastrophique. Donc l'objectif de la ville, c'était donc pour pallier ces soucis de toiture, il fallait rénover la façade de manière à l'améliorer au niveau de l'isolation thermique et permettre aussi de lui donner une identité visuelle. Donc pour ces travaux, les services techniques ont souhaité se faire accompagner par un maître d'œuvre qui suivra cette opération du diagnostic à la fin de la période de garantie. Donc cette maîtrise d'œuvre exercera les missions suivantes. Donc c'est l'ensemble des missions qui vont du diagnostic jusqu'à la garantie de parfait achèvement, avec aussi en mission complémentaire l'ordonnancement et le pilotage des travaux. Donc, compte tenu de l'estimation du coût des travaux, la procédure choisie a été le marché à procédure adaptée, MAPA, en application des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du décret numéro 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique. En application des articles L2113-10 et R2113-1 du Code de la commande publique, la ville a décomposé la mission en deux lots séparés. Un lot 1 qui est la maîtrise d'œuvre pour la réfection des toitures et le lot 2 qui est la maîtrise d'œuvre pour la réfection des façades, l'isolation par extérieur et le bardage. On a demandé aux candidats, soit ils pouvaient répondre sur l'un ou l'autre des lots, soit sur l'intégralité des lots. Les services techniques se réservent le droit d'accepter ou non des prestations supplémentaires éventuelles. Donc on a demandé également une étude de faisabilité et de rentabilité pour la pose de panneaux solaires sur le toit du bâtiment. Donc les candidats ont étudié la possibilité d'équiper l'établissement de panneaux solaires et d'un local technique dédié. Il s'agira de valider la faisabilité et la pertinence d'un projet solaire photovoltaïque. Donc possibilité technique au vu des toits du bâtiment et intérêt financier, et également, éventuellement en deuxième prestation supplémentaire, le remplacement des usufruits extérieurs. Donc, sur la base de ces éléments, une consultation a été lancée et un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne du 9 au 30 septembre sur la plateforme du GIP Maximilien.
À la date limite de remise des offres, 4 plis ont été reçus pour le lot 1, 5 plis pour le numéro 2. Toutes les offres étaient recevables. D'un point de vue financier, les différences de montants ont révélé une confusion dans les termes de la part de certains candidats. D'un point de vue technique, des compléments d'information se sont révélés nécessaires. De fait, la partie engagement des documents a été modifiée et des demandes techniques transmises aux candidats qui ont vu la date limite de remise des offres prolongée jusqu'au 20 octobre. Les plis ont été réanalysés par le maître d'ouvrage conformément à l'article R2152-6 du Code de la commande publique et à l'article 10 intitulé « Examen des candidatures et des offres » du règlement de la consultation. Au terme de ces analyses, pour les lots numéros 1 et 2, les offres retenues sont celles du cabinet ECIC, qui est 2 avenue Régiment Normandie-Yémen, 91 700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur la base des propositions tarifaires suivantes: maîtrise d'œuvre pour la réfection des toitures, prestations de base, taux de rémunération 4,3% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission de base et 0,5% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission OPC, avec un coût prévisionnel de l'opération de 455 000 € hors taxe. En conclusion, forfait de rémunération estimatif mission de base 19 565 € hors taxe, forfait de rémunération estimatif mission OPC 2275 € hors taxe. Coût de l'étude de faisabilité 2500 € hors taxe, soit un montant de rémunération forfaitaire estimatif total de 24 340 € hors taxe pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réfection des toitures. Prestations supplémentaires éventuelles. L'étude de faisabilité et de rentabilité de la pose de panneaux solaires sur le toit du bâtiment. Le coût estimatif de ces travaux est de 200 000 € hors taxe, d'où un taux de rémunération de 6% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission de base et de 0,5% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission OPC. En conclusion, forfait de rémunération estimatif mission de base 12 000 € hors taxe, forfait de rémunération estimatif mission OPC 1 000 € hors taxe, soit un montant de rémunération forfaitaire estimatif total de 13 000 € hors taxe pour la maîtrise d'œuvre pour la pose des panneaux solaires. Pour le lot numéro 2, concernant la réfection des façades, l'isolation par l'extérieur et bardage. Prestation de base, taux de rémunération 4,2% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission de base, 0,5% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission OPC, avec un coût prévisionnel de l'opération de 485 000 € hors taxe. En conclusion, forfait de rémunération estimatif mission de base 20 370 € hors taxe, forfait de rémunération estimatif mission EPC 2 425 € hors taxe, coût de l'étude de faisabilité 7 500 € hors taxe, soit un montant de rémunération forfaitaire estimatif total de 30 295 € hors taxe pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réfection des façades, isolation par l'extérieur et bardage. Pour les prestations supplémentaires éventuelles, donc ce concerne les menuiseries extérieures, le remplacement des menuiseries extérieures en rénovation, y compris la grande porte de double de l'arrière-scène, qui est en traditionnel, est estimé par la maîtrise d'œuvre à 150 000 € hors taxe, d'où un taux de rémunération de 8% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission de base, de 0,5% du coût prévisionnel de l'opération pour la mission OPC. En conclusion, forfait de rémunération estimatif mission de base 12 000 € hors taxe, forfait de rémunération estimatif mission OPC 750 € hors taxe, soit un montant de rémunération forfaitaire estimatif total de 12 750 € hors taxe pour la maîtrise d'œuvre pour le remplacement des menuiseries extérieures de la Barbacane en rénovation. Il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire à signer les différentes pièces et courriers du marché découlant de cette consultation. Avez-vous des questions? Mais j'ai une petite précision quand même, puisque en ce qui concerne le bardage de la Barbacane, donc l'isolation thermique,
nous avons la possibilité d'avoir une subvention de 80% du montant des travaux. C'était exactement ma question, monsieur le maire. Je voulais savoir si on avait effectivement des subventions qui allaient nous aider à financer ce projet. Exactement. Et alors... On a déposé le dossier pour l'instant. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin bon. Autre question un peu plus frivole qui est pour monsieur Noblet. Quand vous parlez de bardage, de quoi s'agit-il? Est-ce que ça va être joli? Alors ça va être un choix qui va être fait avec la maîtrise d'œuvre. Donc il y aura certainement, je travaille souvent avec monsieur Copin, donc un groupe de travail, enfin il y aura certainement avec la maîtrise d'œuvre des échanges, puisque là c'est une prestation intellectuelle. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc il n'y a pas eu de projet de fait. Les maîtrises d'œuvre qui ont soumissionné cette offre sont venus sur place, ont vu le bâtiment, ont visité. Après, ils vont nous présenter des projets. Il est évident que les projets, on va aussi, entre guillemets, les orienter. Il y a des... Après, il va falloir voir ce qu'ils nous présentent et après en discuter avec eux. Bon, alors, le bardage, en gros, pour les non-techniciens, c'est une vêture qu'on met sur le bâtiment existant. Oui, tout à fait. Et, voilà. l'espoir qui va être isolé, qui va être avec une isolation thermique, parce que c'est aussi le but. Donc après, ce bardage, bon, il peut être en bois, il peut être en métal. Ça ne pourra pas être pire que ce qu'il y a. Je pense que c'est difficile de faire pire qu'actuellement. Merci. Voilà. D'autres questions? Bon, une remarque de monsieur Thierry Deléon. Oui, merci monsieur le maire. Juste une précision, donc vous l'aurez compris, hein, c'est un projet global qui avoisine le million d'euros. Hein, on ne va pas se le cacher. Sur les millions d'euros, il y a quasiment la moitié en fait qui est la rénovation des toitures. Pour rappel, la Barbacane a été refaite dans son intégralité à l'intérieur lors de l'ancienne mandature. Le toit fuit toujours et donc il y a une urgence de notre point de vue absolu à démarrer ces travaux rapidement pour évidemment ne pas dégrader les travaux neufs qui ont été faits à l'intérieur. Et par ailleurs, le bardage extérieur en toute transparence au tout début, c'était hors scope parce que la municipalité n'a pas des finances infinies. Et nous avons saisi l'occasion et l'opportunité du plan de relance qui a été porté par le gouvernement et notamment les 80 000 euros, les 80% de subventions possibles pour en fait conduire le projet dans sa globalité et on espère partir sur un bâtiment qui va repartir pour une cinquantaine d'années. Merci. Pour petite précision, enfin petite information, si vous vous promenez dans les couloirs de la Barbacane, surtout en haut, vous voyez la peinture commence à se décoller puis il y a des fuites. Donc si on laisse en l'état trop longtemps, c'est toutes les peintures, il faudra tout refaire, en plus l'intérieur. Donc je ne sais pas comment on appelle ça, les toitures, pas les toitures, le plafond qui aussi est plein de taches, si vous voulez. Donc là, je crois qu'il y a urgence. Hein. Bien, une question? Monsieur Dos Santos. J'avais demandé moi-même pardon. Il y a quelques secondes. Alors, quand on parle de la réfection de la toiture, on parle de la toiture de la grande salle, celle qui est métallique, j'imagine. De l'ensemble des toitures. C'est-à-dire à la fois... L'ensemble des toitures, l'ensemble de l'édifice de la Barbacane. Donc la toiture en béton qui, elle, était étanchée avec des produits bitumineux, et puis donc la grande salle qui est en toiture métallique. Exactement. Bon. Pas la salle de danse, qui, elle, est parfaite. Bon, alors effectivement, comme a dit M. Doléan, il s'agit encore d'un 1 million. Alors je ne vous parle pas des additions des inondations. Pour autant, les subventions, c'est toujours notre argent. C'est l'argent qu'on a donné quelque part. Je veux croire que nous ne serons pas à nouveau inondés, parce que ce serait encore bien embêtant. Alors ça n'impacterait pas les chantiers de toiture, bien évidemment, mais à côté des travaux que nous allons engager, il faut aussi qu'il y ait une action forte auprès de ceux qui nous envoient un peu d'eau qui vient des hauteurs du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour que nous ne soyons pas par la suite encore à nouveau ennuyés. Donc, et là, il y a vraiment un dossier très important à pousser, et Dieu sait que ça va être difficile
avec la ville nouvelle. D'autres questions? Oui, j'en ai Monsieur une. Santos. Alors, Monsieur Noblet, c'est un beau projet que vous avez pour la Barbacane de la restaurer. Pardon. Donc je disais, c'est un beau projet de le restaurer. Je comprends que donc Ben va payer donc va bénéficier certainement d'une subvention et va financer les travaux de la Barbacane. Ma question, sachant que la Barbacane est gérée par le CIVU, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, non? Non. Le CIVU ne s'occupe que de la gestion des spectacles, pour faire simple. Le bâtiment est à la charge de la commune. D'accord. D'accord, ok. Bon, alors c'est bon. Merci. Effectivement, comme j'entends les commentaires, on aurait préféré que ce soit, par exemple, Cœur d'Yvelines aussi. D'autres questions? On peut passer au vote. Cette délibération, qui s'oppose? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Je passe la parole à Madame Patricia Charton, qui va nous parler de l'Atlas de la biodiversité communale. Bonsoir. Donc l'Atlas de la biodiversité communale a été une opportunité qui nous a été faite de la part de l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. C'est un établissement public qui a été créé en 2019, qui est dédié à la sauvegarde de la biodiversité et qui est donc sous la tutelle de la transition, du ministère de la Transition écologique et solidaire et aussi du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Leurs différentes missions ne sont pas uniquement de connaître et de rechercher dans les différents territoires les différentes espèces qui peuvent exister, mais ils ont aussi la compétence de la police de l'environnement et de la police sanitaire de la faune sauvage. Ils ont la possibilité de s'opposer par exemple à certaines constructions. Donc nous avons eu l'opportunité cet été, donc ça a été en plein été, de répondre à un appel à candidature qui nous a semblé être une belle opportunité pour pouvoir préparer notre futur PLU qui va nous permettre, donc cet atlas, d'identifier exactement les zones qui sont à protéger, les zones à restaurer, en termes de biodiversité bien sûr, et aussi les zones qui seront susceptibles de pouvoir être constructives dans les différents dossiers que nous aurons à l'avenir. Donc dans cette démarche, il est question de faire intervenir des professionnels écologues, mais aussi des associations locales de naturalistes telles que la LPO, Athéna 78, les naturalistes des Yvelines, l'association naturaliste des Yvelines, et nous sommes accompagnés aussi par la plaine de Versailles, la PPVPA, qui va nous permettre de pouvoir aussi récupérer différentes études qui préexistaient et voir quelles sont les évolutions aussi de la biodiversité sur nos territoires. Donc cette réalisation d'Atlas est subventionnée à 80% par l'OFB et nous pouvons être aussi accompagnés par l'ARB, qui est donc l'entité régionale qui s'occupe de la biodiversité. Nous aurons normalement des retours début décembre, parce que les dossiers sont dépouillés en ce moment sur le territoire national, et donc nous aurons des retours du dossier que nous avons déposé début décembre. Donc nous proposons donc aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter le projet de délibération pour conduire cet atlas de la biodiversité communale.
des questions. Oui, Monsieur Coppin. Oui, dans la dernière partie, dans les toutes dernières lignes de votre exposé, vous indiquez que le coût est aujourd'hui estimé à 42 825 € hors taxes et hors frais de personnel. Il est indiqué par ailleurs, la fiche technique et la fiche financière de l'ABC sont annexées au projet de délibération. Il manque en effet Je ne l'ai pas trouvé. l'annexe financière a été oubliée. Ah. Donc je propose de vous la transmettre par ailleurs, de la mettre à disposition. C'est estimatif évidemment. D'accord. Mais on vous propose de la transmettre. On n'a pas d'ordre d'idée pour le moment de la partie frais personnels. De la répartition De frais personnels. Puisque c'est ça qui vient s'ajouter aux 42 000. Non, mais si vous fournissez le renseignement, il n'y a pas de problème. Je l'ai pas pris avec moi. Merci. Oui, c'est le personnel de la ville, bien sûr. Oui. C'est le service technique et les services espaces verts qui pourraient intervenir aussi. D'autres questions? Évidemment, tout ceci s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large de faire participer le maximum d'associations environnementales, bien évidemment, sur notre commune. Et les écoles aussi. Les écoles, enfin bon... et on viendra rejoindre justement le dossier de la jeunesse et de l'enfance, voilà, qui permettra de faire des mutualisations. Et ça s'inscrit justement dans le fait qu'on va attaquer très rapidement maintenant le PLU. Donc vous êtes en train de nous dire que si on découvre une grenouille rare sur Ben, ça va limiter les constructions? C'est peut-être à souhaiter? Oui, mais c'est ça. Je ne peux pas vous dire. Ou un insecte un peu particulier, ça peut aider notre PLU. On a des libellules particulières et des orchestres. Voilà. Bon. Ça délimiterait déjà. Oui. Enfin, même si on n'a pas de grenouille, se débrouiller autrement. Avez-vous d'autres questions? Oui, Monsieur De Santos. Oui, Monsieur le maire, donc vous avez fait référence à une refonte du PLU, je crois, et vous en aviez parlé aussi lors du dernier conseil municipal. Alors, moi, je suis assez jeune dans l'Assemblée, mais sauf erreur de ma part, je crois qu'il y avait eu une mise à jour majeure en 2019. Non, du PLU, non. D'accord. Oui, c'était pas un majeur, oui, parce que c'était concernant les terrains de la maison de santé qu'il fallait débloquer. Et donc ma question c'est, faut-il y voir une modification du PLU ou une révision plus en profondeur? Je pense que pour l'instant, on penche sur une modification et si c'est nécessaire, on ira sur une révision, mais qui est beaucoup plus longue, bien évidemment. Ok. C'est bon? D'autres questions? Bon, on passe au vote. Qui s'oppose? Cette délibération. Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bon, je continue à laisser la parole à Patricia pour la suite. Donc, il s'agit du classement sonore des voies ferrées qui est établi par la SNCF, avec des cabinets, j'imagine, qu'elle paye. Et c'est la SNCF qui fait cette proposition de reclassement et c'est la préfecture qui nous demande de donner un avis à ce classement ou déclassement. On a cette voie ferrée qui traverse Ben depuis les Chênes jusque dans le centre-bourg. L'objectif est de déclasser, c'est-à-dire qu'en fait on passerait d'une classe 2 qui affecte en fait un secteur sur 250 mètres en termes de bruit à une classe 3 qui n'affecterait plus que sur 100 mètres.
Et derrière, on a une obligation en termes de construction neuve de suivre une réglementation en termes acoustiques, en termes de protection acoustique par les constructeurs. Donc ça voudrait dire qu'il nous faudrait, que les constructeurs auraient moins d'exigences à protéger au niveau acoustique les futures constructions. Sachant que Ben est dans un fond de vallée, donc cette configuration fait que c'est hyper bruyant. Donc on passerait évidemment, si on passait des outils de mesure aujourd'hui, on se rendrait compte que ça ne change pas grand-chose, même s'il y a eu énormément d'efforts faits par la SNCF pour réduire les bruits de roulement. Et par ailleurs, on a une gare qui est en centre-bourg, donc les freinages, plus aussi des trains de marchandises, on a toutes les raisons pour ne pas avoir un avis favorable. Donc on propose ici un avis défavorable à ce reclassement sonore de la voie ferrée de Vennes. Est-ce que j'ai été claire ou est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, on passe au vote. Qui s'oppose? Oui. Suivant la détente, hein. C'est sûrement l'âge aussi. Oui, moi je ne suis pas favorable effectivement aussi à ce déclassement parce que ça rendrait effectivement constructible d'une manière plus importante. Mais en compensation, certes, pour les constructeurs, ils pourraient renforcer l'acoustique des bâtiments, mais le jour où on ouvre sa fenêtre, le bruit est toujours là. Et donc construire le long de la ligne de chemin de fer, alors on sait bien les nuisances que ça peut occasionner, encore que certains me diront, mais c'est bien moins bruyant que la route, la départementale 191, mais on ne peut pas se contenter de ce moindre mal. Donc je pense qu'il ne faut pas inciter les promoteurs à venir construire, comme Madame Charton l'a dit tout à l'heure, à se précipiter pour construire dans cette... C'est le cas pour Nexity par exemple, hein, ils sont dans les 200 mètres. Voilà. Bon, voilà. C'est un avis consultatif pour nous. Exactement. Absolument. Oui. Je peux ajouter une information que j'ai eue aujourd'hui. Il y a un plan de prévention contre le bruit dans l'environnement qui est rédigé pour 2018-2023 au niveau de la région. Et une enquête publique est en cours à partir du 15 octobre jusqu'au 15 décembre. Donc on est susceptible de donner un avis sur justement les nuisances sonores le long des moyens de transport, routes, fer, etc. C'est sur le site du département. Je ne sais pas si vous l'avez eu, si vous avez été informé. C'est sur le site. Moi, je l'ai sur le site du département, mais donc c'est une enquête publique. On peut le trouver aussi sur le site de Bruit Paris. Mais je vous enverrai les coordonnées. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il y a d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, qui est pour émettre un avis défavorable au projet de classement en catégorie 3 de la voie ferrée numéro 39500? Oui, pour émettre un avis défavorable. Unanimité. Merci. Oui, dans le jour est quasiment utilisé. Avez-vous des questions sur les décisions lunaires? Non? Pas de questions? Alors, pour vous...
Questions diverses, je posais des questions, s'il y avait des questions. Oui. Tout à l'heure, M. Le Coustou évoquait les difficultés de certaines associations. Je ne sais pas si vous avez des retours, vous, individuellement dans vos associations, mais vous savez peut-être que les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines se sont réunis ensemble pour proposer une application qui s'appelle Pass Plus, qui permet d'obtenir des aides selon, alors jusqu'à la majorité, ça c'est nouveau, avant c'était limité aux collégiens, maintenant ça va jusqu'à la majorité des jeunes, la majorité civile. Et les sommes proposées sont, si on est boursier, 100 €, si on n'est pas boursier, 80 €, qui peuvent se partager entre le sport et la culture. C'est-à-dire que cet argent-là, pour les parents qui adhèrent, et normalement ce sont aux structures scolaires de les encourager à le faire, puisque c'est à partir de l'école que ça part, à ces âges-là. J'ai eu l'impression, moi, que cette modalité était assez peu connue par le retour qu'on a pu avoir, nous, par exemple, dans notre association, où on a eu 6 familles qui se sont manifestées, alors qu'on a beaucoup plus de collégiens, y compris les lycéens, y compris les jeunes jusqu'à 18 ans. Donc je me demande si ce ne serait pas utile peut-être de faire une com sur le site de la ville qui permettrait de relancer ça, parce que 80 ou 100 €, c'est toujours bon à prendre pour les familles, pour une cotisation, et ça se répartit ou en sport ou en culture. Donc chacun choisit dans quel domaine il veut obtenir ils appellent ça un porte-monnaie électronique pour les jeunes, et après il choisit la structure bénoise à laquelle il va destiner ça, elle-même va rembourser cette somme aux parents. Hein? Donc ça, si on pouvait faire un peu de buzz là-dessus, je crois que c'est... Et on a du temps devant nous pour le faire. Ça veut dire que les parents qui ne l'ont pas encore fait aujourd'hui, ils peuvent s'y mettre, il n'y a pas de problème. Hein? Monsieur Le Coustou va vous répondre. Oui, merci Monsieur le copain, effectivement, vous faites bien de reprendre cette information. Au niveau de la DSVA, il y a une information qui va se faire aux associations. La difficulté, c'est qu'il y a très peu d'associations qui sont adhérentes au système. Donc il va falloir qu'on incite les présidents d'associations à rentrer dans le système pour qu'effectivement les adhérents qui en ont besoin puissent y participer. Oui, mais l'information va passer assez rapidement. Parce que par les temps qui courent, où déjà les installations ne peuvent accueillir personne, quand on pourra accueillir du monde, c'est sûr qu'on va regarder le prix de la cotisation avant de venir éventuellement s'inscrire. C'est clair. Ça, c'était ma première question. Si je peux rapidement, pour ne pas abuser du temps, vous nous aviez indiqué il y a quelques temps que nous attendions 2 policiers qui seraient très vite suivis de 2 autres. Avez-vous des nouvelles des 2 autres? Pardon. J'étais en train de noter quelque chose en même temps. Oui, il y a quelques semaines, vous nous aviez annoncé 2 policiers municipaux qui sont arrivés. Oui. Et 2 devaient arriver dans les jours qui suivaient. Non, c'était pas ça du tout, non. Ah bon? Non. Donc on en est à 2 pour le moment. C'est prévu, mais je pense qu'on aura encore un peu de temps avant qu'ils arrivent. D'accord. Et puis enfin, là, parce que c'est un dossier qui dure depuis maintenant pas mal d'années, il avait été indiqué il y a quelque temps que la salle des fêtes pouvait donner des signes de démarrage de travaux aux environs de octobre, par là, septembre-octobre. Est-ce qu'on en est un peu, est-ce qu'on a un peu évolué là? Est-ce que le maître d'œuvre a donné ses avis? Ne va vous répondre. Donc le chantier de la salle des fêtes n'est pas enterré, je vous rassure tout de suite. Les appels d'offres vont partir. On a eu un petit souci, on en a parlé je crois au dernier conseil municipal avec la SNCF qui voulait neutraliser un passage à niveau, ils ne savaient pas lequel, enfin bref. Donc. Et on a attendu un petit peu quand même leur réponse. Et devant leur absence de leur réponse, nous, la mairie a fait un courrier à la SNCF
en leur disant que de toute façon, le PN, alors le numéro c'est le 5, resterait ouvert et en aucun cas le PN6 serait fermé. Donc on leur a imposé par courrier la fermeture de... Non, le PN5. Le PN6 sera fermé. Le PN6 qui est fermé. Celui qui mène à la Garenne. Voilà. Voilà, c'est plus simple. Celui qui mène à la Garenne restera ouvert. Voilà. Donc on a imposé. On a imposé ça à la SNCF, le courrier est parti, c'est fait. Donc on attendait un peu on a tardé un petit peu parce qu'on voulait avoir une conciliation éventuellement avec eux et savoir leur choix. Ils n'ont toujours pas fait leur choix, la SNCF. Donc nous on a imposé, puisque c'est ce que je vous avais expliqué, en fonction du PN qui était fermé, il y avait des incidences financières au niveau organisation de chantier, enfin bref, il y avait pas. Et donc on ne pouvait pas lancer l'appel d'offres sans avoir tranché cette question-là. Donc la question maintenant est tranchée, c'est parti. Et donc le dossier de consultation d'entreprise va partir incessamment sous peu. Merci. Avec, oui, en effet, un mois de retard. Merci. Plus de questions? Alors, j'aurais voulu, avant de nous quitter, j'aurais voulu vous proposer d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des différents attentats qui ont eu lieu sur notre sol récemment. Je clôt le conseil de ce soir. Merci à vous et bonne soirée.